L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la Constitution et à la Convention de l'Union africaine sur les télécommunications. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise à Ayoun les travaux de l'atelier de perfectionnement des autorités administratives et municipales des deux Hauts et la Saba. Le délégué général de Tarazour pose à Zouérat la première pierre de 198 unités de logements sociaux dans le cadre du programme DARI. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale a examiné et adopté ce lundi le projet de loi relatif à la Constitution et à la Convention de l'Union africaine pour les communications. Le projet de loi a été défendu au cours de la plénière par le ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Un récit signé Bokar Belaba. La séance plénière de l'Assemblée nationale, présidée par la vice-présidente Fatma Habib, a été consacrée au projet de loi numéro 022-23 autorisant la ratification de la Constitution et de l'accord de l'Union africaine des télécommunications captant en décembre 1999, révisé à Harare en juillet 2014. Et dans son intervention, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Houlouli, a abordé les objectifs et les justifications du projet de loi si mentionné et il a souligné que notre pays, en tant que membre, n'a pas signé cette constitution et cet accord en 2014 et qu'il devra les ratifier. Au cours de leurs interventions, les députés ont apprécié cet accord, saluant la création d'un ministère chargé de la transformation numérique et de l'innovation afin d'élever le niveau de performance du gouvernement et de ses fonctions traditionnelles à la lumière de la croissance économique et de son rôle central dans le rapprochement des services des citoyens. Au terme de la séance plénière, les députés ont adopté le projet de loi numéro 022-23 autorisant la ratification de la Constitution et de l'accord de l'Union africaine des télécommunications. Après le législatif, l'exécutif, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui a supervisé ce jour à Ayoun, la capitale du Hod el-Gharbi, l'ouverture des travaux de l'atelier de formation et de perfectionnement des autorités administratives et municipales dans les deux Hod et la Saba. L'occasion pour Mohamed Ahmed Lemine de souligner que l'ancrage de la décentralisation et l'appui au développement local représentent un des piliers de la vision du président de la République pour la réalisation d'un développement durable et global. Malika Nekli. C'est afin d'impulser la décentralisation et le développement local que se tient cette réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visant à renforcer les capacités des autorités administratives et communales avec la participation des présidents des régions et les maires des communes des wilayas des deux Hauts et de la Saba. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation souligne que cette réunion, deuxième du genre, s'inscrit dans le cadre d'une série d'hôtes organisées au bénéfice des autorités administratives et communales sur l'ensemble du territoire national qui promeut la décentralisation et le développement local. C'est ainsi, dit-il, qu'a déjà été organisée à Nouakchott une rencontre en faveur des présidents des régions. Cette réunion de 2 jours, qui débute aujourd'hui, dit-il, est à l'intention des parties concernées des deux Hauts et de la Saba. La réunion répond au vœu du président de la République de mettre en œuvre les programmes et mesures à même d'impulser la décentralisation et le développement local. Le ministre rappelle que l'administration est au service du citoyen et doit lui faciliter les services qu'il souhaite obtenir. À cet effet, les autorités administratives communales doivent s'informer en permanence des conditions de vie des citoyens et veiller à ce qu'ils aient accès à tous les services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. De son côté, le président de la région du Hod el-Gharbi a mis en exergue la volonté des autorités suprêmes d'impulser la décentralisation et inciter les élus locaux à assurer pleinement leur rôle et mission. Cet atelier illustre, ajoute-t-il, la décentralisation telle que voulue par le président de la République dans son programme.
Ces débats et formations aboutiront, dit-il, sans nul doute à un renforcement de leurs capacités et leur permettront d'être mieux outillés pour faire face aux différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Le maire d'Ayoun a quant à lui mis l'accent sur les grandes réalisations accomplies dans le pays et dont la plus importante est la décentralisation. L'attention accordée par le président de la République à la décentralisation, qui joue un rôle de premier plan dans la démocratie, et la réalisation du développement local sont des preuves du développement économique du pays. C'est ainsi que de nombreuses mesures ont été prises pour promouvoir la décentralisation et le développement des communautés locales, ajoute-t-il. 2 jours durant, les participants débattront et échangeront leurs expériences et se verront présenter des communications à même de renforcer leurs capacités pour mieux booster la décentralisation. Après cette réunion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a effectué une visite au siège de l'Association des maires du Houd el-Gharbi. Sur place, il a reçu d'amples explications du président de l'association, M. Hassan Hamoud, sur le rôle de celle-ci et ses ambitions pour renforcer la décentralisation dans le pays. Après quoi, le ministre a écrit ses impressions de cette visite sur le livre d'or de l'association. Restons à Ayoun, si vous le permettez, où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a inauguré le centre de la sécurité civile à l'occasion des festivités marquant le 63e anniversaire de notre indépendance nationale. Bokar Bailaba nous parle de la structure de ce centre et la mission qui est attendue. Un centre civil de secours et de gestion de crise voit le jour à Ayoun dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lemine, qui a procédé à l'inauguration de la structure. Et c'était en compagnie du wali de Houd el-Gharbi, Ahmada Mamadou Kelly. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le délégué général à la protection civile et à la gestion des crises, le général Qatar Ould Mohamed Barek, a indiqué que ce centre répond à une demande urgente des habitants de la ville d'Ayoun en particulier et de population de la ville de Houd el-Gharbi en général. Il a précisé que cette structure représente un maillon supplémentaire dans une série de réalisations opérées depuis 2019 avec la construction des centres de sécurité civile à Nema, Kifa, Juste, Aleg, Selibabi et Dar Naïm, en plus d'un centre de santé à Nouakchott Sud qui sera inauguré dans un avenir proche. À leur tour, le président du conseil régional du Houd el-Gharbi, Jamal Ould Mohamed, et le maire de la commune d'Ayoun, Sidi Mohamed El-Bekaï, ils ont loué la mise en œuvre de cette importante structure qui constitue un dispositif en matière de renforcement des capacités de la sécurité civile et permettra de lutter contre les feux de brousse, entre autres. Le centre civil de secours et de gestion de crise d'Ayoun dispose d'un espace pour la levée de couleurs, des bureaux administratifs, une salle pour les réunions et les formations, d'un bureau pour recevoir les appels, des chambres pour accueillir les particuliers, des vestiaires, un magasin ainsi que d'autres équipements. Le centre dispose également d'un parking, d'une réserve d'eau en plus d'un camion pompier, d'une ambulance ainsi que des outils et autres outils de recherche et de sauvetage. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a mis à profit son séjour dans la ville d'Ayoun pour s'entretenir avec les présidents des régions et des maires des communes des wilayas de Houd et de la Saba. Il leur a d'emblée indiqué que l'administration est là pour servir le citoyen et restera à ses côtés pour lui faciliter les services qu'il souhaite obtenir. Au sujet de la police municipale, Mohamed Lemine a précisé que le décret activant les fonctions de la police municipale devrait être publié il y a 35 ans et que le président de la République, Mohamed Ghazouani, décide de l'activer comme de nombreux programmes et mécanismes de nature à impulser la décentralisation et le développement local et de l'inclure dans son programme électoral. Il a ajouté que ce décret sera publié dans les prochains jours. Le ministre a donné l'engagement d'accorder des avantages et des privilèges à chaque maire qui arrive à inscrire tous les habitants de sa commune sur les listes d'état civil et épargner à sa commune les feux de brousse et les conflits fonciers. Au terme de la réunion, le ministre a déclaré qu'il entend traiter positivement les doléances formulées par les maires.
L'actualité dans la capitale économique marquée ce jour par la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans certains établissements scolaires. L'occasion pour Mortal Dahi de s'informer sur le déroulement des cours d'une part et de constater d'autre part l'avancement des travaux dans certains établissements pédagogiques. Mohamed Khatat. C'est ici, à l'école El Fadila, dans le quartier Tarhil, à Nouadhibou, que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, a entamé sa visite d'information et d'inspection des établissements d'enseignement en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamed, assistant à la levée du drapeau et au chant de l'hymne national entonné par les élèves. Il a par la suite visité des classes, suivi un cours et passé même au tableau, avant de se rendre dans des établissements d'enseignement public et privé du primaire et du secondaire, dont le lycée d'excellence de la ville et le complexe des écoles privées El Menhel, où il s'est informé du déroulement des cours et du respect des programmes des manuels scolaires au niveau de l'enseignement privé. Partout dans les établissements visités, le ministre prenait le temps de converser ici et là avec les élèves et les staffs pédagogiques, écoutant les remarques et insistant sur la rigueur, l'assiduité et la qualité de l'enseignement. À l'issue de la visite, le ministre a déclaré être venu à Nouadhibou s'enquérir de la régularité des cours dans les écoles et établissements pédagogiques et qu'il en est ainsi à Nouadhibou de par la présence des élèves, des enseignants et des cours copiés dans les cahiers conformément au programme scolaire. Il a précisé avoir visité plusieurs écoles publiques et privées et qu'il se rendra dans des chantiers de construction d'établissements d'enseignement public ainsi que des superficies pouvant servir à la construction d'autres écoles dans le cadre d'un plan prévisionnel pour les 3 années à venir, 2024, 2025 et 2026. Ce sont, dit-il, des remarques positives, mais il y a aussi des lacunes à combler, notamment pour l'uniforme scolaire, rappelant à tous dans toutes les wilayas du pays que l'uniforme scolaire est obligatoire tant dans les écoles primaires publiques que privées. Le ministre a par la suite tenu une réunion à laquelle ont assisté les autorités administratives, les élus et les personnels d'encadrement pédagogique pour discuter de la situation de l'enseignement au niveau de la wilaya. À l'issue de la réunion, un mémorandum d'entente a été signé entre la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et la fondation Senim, engageant cette dernière à disponibiliser l'uniforme scolaire pour 15 000 élèves et 18 000 manuels scolaires. De même qu'un mémorandum d'entente a été signé entre la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et la Fédération nationale des pêches, relevant de l'Union nationale du patronat mauritanien, engageant la fédération à mettre à disposition 10 000 uniformes scolaires et 12 000 manuels scolaires. Un accord d'entente a également été signé entre la Direction régionale de l'éducation nationale, la région de Dakhlet Nouadhibou et la Fédération régionale des parents d'élèves, par lequel accord la région prend en charge les cours de rattrapage pour les candidats au baccalauréat. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a loué ces différents partenariats, mémorandums et accords qui contribueront à l'amélioration du niveau d'enseignement dans la wilaya, remerciant les autorités administratives locales et appelant les autres wilayas du pays à en faire autant. Il a remercié la commune de Nouadhibou, la région de Dakhlet Nouadhibou et la fondation pour cette initiative. De son côté, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamed, a évoqué les efforts déployés pour appuyer l'action gouvernementale visant à renforcer le niveau de la qualité de l'enseignement. Même avis chez le maire de la ville de Nouadhibou, M. Qasmoul Bellali, qui a insisté sur le soutien constant au secteur éducatif. La réunion était aussi l'occasion pour les représentants de la Fédération des parents d'élèves et les associations de l'éducation ainsi que les staffs d'encadrement pédagogique de poser leurs questions et suggestions auxquelles le ministre a répondu, exprimant la détermination du gouvernement de les surmonter et de réussir l'opération pédagogique. Le ministre de la fonction publique et du travail a lui visité aujourd'hui à Gjouj, l'inspection régionale de l'emploi et la Caisse nationale de solidarité sociale. Le ministre a pu s'informer sur le travail de ces deux administrations et les problèmes qui leur sont posés. Bokar Bailaba. L'inspection régionale du travail a constitué la première étape de la visite du ministre de la fonction publique et du travail, Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Mrabot à Agjust. Il s'était en présence du wali de l'Inchiri Idrissa Demba Korera. Sur place, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de la structure et le rôle des inspecteurs du travail opérant en Inchiri. Seconde étape, l'antenne régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Là aussi, le ministre de la fonction publique et du travail a reçu d'amples explications
la nature des services fournis aux citoyens et le rôle de la sécurité sociale dans les conditions de vie des populations locales. Au terme de cette série de visites, le ministre de la Fonction publique et du Travail, Sidi Yahya Cheikh Oulam Rabot, a déclaré que ces visites lui ont permis de s'inquiéter du fonctionnement de ces structures, du déroulement du travail, les difficultés auxquelles elles sont confrontées et la qualité des services offerts aux citoyens. Par ailleurs, le ministre de la Fonction publique et du Travail a présidé une réunion avec les responsables administratifs et techniques, ainsi que les élus locaux pour passer en revue les acquis, les obstacles et les perspectives. À Nouakchott, le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a lancé aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, le projet du réseau national de l'enseignement et de la recherche scientifique. L'initiative est le fruit d'un partenariat entre les ministères de la Transition numérique et de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la Banque mondiale et le réseau de la recherche et de l'enseignement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Manika Nikli. Placer notre pays à l'avant-garde des développements technologiques et éducatifs dans la sous-région, tel est le but de la tenue de l'atelier de lancement du projet de réseau national de recherche et d'enseignement. En effet, notre pays envisage de fournir à nos institutions de recherche et d'éducation une connectivité Internet fiable avec des réseaux nationaux et régionaux, ainsi qu'avec le réseau européen GEOM. Le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation souligne que cette initiative, fruit de la collaboration entre son département, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le réseau de recherche et d'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREN, avec l'appui de la Banque mondiale, revêt une importance capitale pour le développement de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Cet atelier, dit-il, met à la lumière les étapes de ce projet dont la mise en œuvre est prévue dans le cadre du projet WARDIP financé par la Banque mondiale. C'est grâce, dit-il, à la vision stratégique du président de la République et son engagement sans faille en faveur de l'avancement technologique et de l'éducation que nous sommes aujourd'hui témoins du lancement du réseau national de recherche et d'éducation. Il ajoute, le président de la République a constamment démontré son dévouement envers le progrès et l'innovation pour placer notre pays à l'avant-garde des développements technologiques et éducatifs dans la sous-région. Sa politique audacieuse et orientée vers l'avenir a créé un environnement propice à l'émergence de projets qui positionnent notre pays comme un acteur clé dans le domaine de la recherche et de l'éducation. C'est dans ce cadre que notre pays envisage d'adhérer à Africa Connect 3 pour fournir à nos institutions de recherche et d'éducation une connectivité Internet avancée et fiable en collaboration avec des réseaux nationaux et régionaux ainsi qu'avec le réseau européen GEOM. Notre adhésion à Africa Connect nous donne une gamme de services à valeur ajoutée, encourageant la collaboration et des échanges entre différents groupes de la communauté de recherche et d'éducation. Avec la mise en place de ce réseau, notre pays pourra jouer un rôle crucial en tant que pont entre les réseaux WACREN et ASREN, réseau de recherche et d'éducation des États arabes. De son côté, la représentante de la Banque mondiale a mis en exergue l'importance de cet atelier. En Mauritanie, l'État a progressé dans les investissements infrastructures numériques, notamment grâce à des grands partenariats publics-privés. Ainsi, un accès direct à un câble sous-marin a été établi, augmentant la résilience et la redondance du réseau et ouvrant la possibilité de vendre une capacité internationale excédentaire aux pays enclavés voisins. Par ailleurs, un backbone de fibre optique de 1710 km a été construit, réduisant les coûts de communication et créant la base pour des services de broadband mobile de nouvelle génération tels que les G4. Dans le domaine des services publics numériques, la Mauritanie a fait des grands efforts. Pour faire face à ces défis, le gouvernement de la Mauritanie a décliné un agenda numérique 2022-2025. Et dans ce contexte, pour soutenir la mise en œuvre de sa vision, la Mauritanie a accepté d'intégrer le projet régional WARDIP. Ce projet vient d'être négocié. Il sera mis en vigueur, on espère, avant la fin de l'année calendrier, pour un montant de 60 millions de dollars. Quant au directeur général du réseau de recherche et d'électricité de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREN, il a mis l'accent sur les perspectives ouvertes à la Mauritanie. Vu la situation géographique de la Mauritanie, il n'y a pas de doute que Nouakchott deviendra rapidement un hub qui servira de pont entre WACREN et ASREN, qui est le réseau d'éducation et de recherche
des États arabes. Et avec probablement, en plus, une connexion redondante vers Géant pour assurer plus de résilience du réseau. Je n'ai pas de doute qu'avec l'étude de faisabilité pilotée par MR Digital et l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le projet Wardib, nous allons bientôt pouvoir accueillir le NREN de la Mauritanie au sein de la famille Wakrel. Le réseau national de recherche et d'éducation jouera un rôle de premier plan dans les institutions de recherche au sein des universités, bibliothèques numériques et plateformes. Dans la ville de Zouérat, la journée était particulièrement chargée pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Hamoud Hamed a successivement procédé à l'inauguration du collège Salahuddin I, à la pose de la première pierre d'une école fondamentale à Zouérat et à celle du programme Dari pour la construction de 198 unités de logement et la distribution de cartes d'assurance maladie. Il a en outre distribué des allocations financières au profit des familles à faible revenu dans les 3 mourada de Tiris Zemour. Le point avec Mohamed Khatat. C'est en compagnie du Wali de Tiris Zemour que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour, M. Hamoud Mohamed, a procédé ce matin à Zouérat à la pose de la première pierre pour la construction de 198 unités de logements sociaux dans le cadre du projet Dari. Dans ce cadre, le délégué général a précisé que l'événement s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, visant à rapprocher les services des groupes vulnérables afin qu'ils accèdent aux services de base tels que l'éducation, l'eau, l'électricité, la santé et le logement social. Il a indiqué avoir procédé un peu plus tôt à la pose de la première pierre d'une école fondamentale, inauguré un collège et s'être enquis du fonctionnement d'un poste de santé construit par Théazour. De même, a-t-il souligné avoir amené avec lui 1500 cartes d'assurance maladie ainsi que des allocations financières dont bénéficieront 700 familles à faible revenu dans les 3 Muqata'a du Tiris Zemour que sont Zouérat, Bermograin et Fderk. Ce qui dénote, a-t-il précisé, de la diversité et de la forte complémentarité du programme sociétal du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani. Tour à tour, le président de la région du Tiris Zemour, le député de Zouérat et le maire de Zouérat ont apprécié les réalisations accomplies sous la direction du président de la République et remercié Théazour pour le lancement de ses projets de développement. Passé l'échange de discours, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour, M. Hamoud Mohamed, a distribué les 1500 cartes d'assurance maladie et les allocations financières aux 700 familles à faible revenu. Les mécanismes de promotion et d'autonomisation de la femme en Mauritanie, le sujet était au centre d'une journée de réflexion organisée aujourd'hui à Nouakchott par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et en relation avec la société civile. Les participants étaient invités à réfléchir sur les moyens appropriés permettant de renforcer les égalités de chance. Retour à Mohamed Khatat. C'est un atelier d'échange sur la promotion de l'autonomisation de la femme et la nécessité de son implication en vue de réaliser l'égalité. L'occasion pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, M. Rassoul Khal, de souligner que le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, a consacré dans son programme Tahaoudati un volet important pour l'autonomisation de la femme et la nécessité de son implication et de sa participation active dans le développement. Ce que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'emploie à exécuter dans tous les programmes gouvernementaux sans discrimination ni exclusion. Il a déclaré que l'un des acquis nationaux les plus importants dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles est le développement en cours au niveau juridique et institutionnel, alors que les lois nationales pertinentes ont fait l'objet de révisions cruciales qui incluent la protection de la famille, les droits de la femme, le statut personnel et la santé reproductive, et encourageant l'accès des femmes aux postes de décision et leur implication dans le domaine de l'entrepreneuriat et d'autres domaines vitaux. Il a indiqué que le rôle de la femme mauritanienne a été renforcé par la création d'un observatoire national des droits des femmes et des filles, qui est une autorité administrative et indépendante chargée de défendre les droits des femmes et des filles. Il a souligné que notre pays est déterminé à travers les différents programmes et stratégies de développement à promouvoir et protéger les droits de l'homme en général, y compris les droits des femmes, en coopération avec tous ses partenaires. Quant au secrétaire général de la Fondation des ulémas mauritaniens, M. Cheikh Ould Saleh, il a expliqué que l'islam est venu pour protéger les femmes, préserver leurs droits et
leur permettre de participer à la construction d'une société musulmane, soulignant l'importance pour elles d'obtenir leur statut et leurs droits. L'atelier a été l'occasion pour les participants de suivre un documentaire sur l'autonomisation des femmes et les réalisations accomplies pour la protection des droits des femmes. Et nous réformons ce journal par les travaux d'un atelier consacré à la sensibilisation sur les changements climatiques, organisé ce lundi à Nouakchott par le Forum de la santé sexuelle et reproductive dans le contexte du changement climatique en Mauritanie. Sur les enjeux de cette rencontre, nous écoutons des explications du directeur de l'environnement. Entre la santé et l'impact du changement climatique a été établi depuis très fort longtemps. Donc le ministère encourage vivement des initiatives portées par des citoyens qui permettent de porter plus haut la parole climatique sur des thèmes spécifiques, notamment comme celui de la santé et de la reproduction. Et je me réjouis de voir que le secteur de la santé aussi a été un des secteurs très dynamiques dans le cadre de la réactualisation de notre contribution nationale déterminée. Et c'est aussi parmi les premiers secteurs à se doter d'un plan d'action de mise en œuvre de la CDN. Donc le ministère est à vos côtés pour vous accompagner, pour porter plus haut et pour faire surtout pénétrer plus profondément la question du changement climatique dans les politiques sectorielles. Comme je vous le disais, c'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la Constitution et à la Convention de l'Union africaine sur les télécommunications. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise à Ayoun les travaux de l'atelier de perfectionnement des autorités administratives et municipales des deux Houd et de la Saba. Le délégué général de Tarazout pose à Zouerat la première pierre de 198 unités de logements sociaux dans le cadre du programme d'Ari. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Restez avec nous.